Bonjour, merci infiniment d'être avec nous. Ce tout petit cri de dinosaure pour faire le silence, enfin, il était déjà bien fait, pour attirer votre attention, pour attiser votre curiosité, pour me permettre de faire une entrée un peu plus fracassante sur scène. Mais curieusement, vous allez voir que ce petit dinosaure aura une importance assez importante au cours de ma conférence, mais également dans l'arrivée du cinéma coréen en France. Vous allez le comprendre un peu plus tard. Merci infiniment de me faire l'honneur de votre présence ici et de me donner l'occasion de donner cette conférence autour de la présentation du cinéma coréen en France. Une présentation en une petite demi-heure. Différents points seront abordés. L'arrivée du cinéma asiatique en France, puis on va se focaliser davantage sur l'arrivée du cinéma coréen, en complément de la première très belle conférence qui a été donnée juste avant moi. Via les festivals, via une époque également, parce que vous allez voir que la visibilité du cinéma coréen a été également motivée par tout un tas de facteurs, l'engouement du cinéma asiatique, DVD, l'Internet et l'Hallyu. Je serai extrêmement bref parce que tout a été dit auparavant. Et puis quelques mots un peu plus personnels par rapport à l'avenir du cinéma coréen en France. L'arrivée du cinéma asiatique en France, eh bien, ça ne date pas d'hier. C'est même assez loin dans le temps, même s'il y a un paquet d'années qui se sont écoulées entre la naissance du cinéma en général et l'arrivée du premier film asiatique en France. En fait, le premier film asiatique à être présenté en France sera Rashomon, un film japonais d'Akira Kurosawa, tourné en 1950, qui aura obtenu le Lion d'Or au Festival de Venise en 1951 et surtout l'Oscar du meilleur film étranger en 1952 et qui sortira à la suite de ces deux succès festivaliers dans les salles françaises. Il y a eu deux films hongkongais, et là je m'adresse aux spécialistes du cinéma asiatique par ailleurs, deux films hongkongais et un film japonais à être sortis avant Rashomon, mais personne ne les a vus malheureusement. Donc on va considérer Rashomon comme véritable premier film asiatique à être sorti en France. Ce ne sera que le premier film japonais d'une très longue série de films japonais à sortir tout au long des années 50 et 60. Pourquoi un tel succès ? Trois raisons principales, on va dire. La première, c'est que le cinéma japonais se repose sur une véritable histoire. C'est l'une des toutes premières cinématographies au monde à avoir produit beaucoup de films, énormément de films dans les années 50 et 60. Là, on s'est trouvé lors de la sortie de Rashomon, pas moins de 400 à 600 films à se tourner chaque année et qui aura permis d'alimenter également le marché français. Des films d'art et essai qui vont être pris surtout dans un circuit festivalier. Je pense à des noms comme Ozu, Mitsugushi ou Kurosawa, qui vont être énormément représentés à l'international, mais qui avaient également un cinéma plus commercial. Gojira, Godzilla, autre dinosaure qui braille très fort, eh bien, fera plus d'1 million d'entrées, ne serait-ce que dans les villes de Marseille ou de Strasbourg dans ces années-là. Et puis, une promotion du cinéma japonais facilitée également par l'essor des salles de cinéma en France, par l'essor d'un cinéma d'art et essai qui sera extrêmement suivi à Paris, par des critiques des cinémas. Ce sont également les années d'or des cahiers du cinéma et des positifs et qui créent ainsi une belle promotion des films, encore une fois, japonais dans les années 50 et 60. Années 50 et 60, encore une fois, l'âge d'or des cinémas japonais en France, avec donc tous ces films à sortir, et qui va se perpétuer tout au long des décennies. Encore au jour d'aujourd'hui, le cinéma japonais a une très belle visibilité et extrêmement suivi par les spectateurs français, a été relancé également par l'engouement des dessins animés, les animés, dans les années 90 et 2000.
En revanche, dans les années 70 et 80, surtout suite au succès des films de Bruce Lee, eh bien, nous allons assister à un engouement pour le cinéma hongkongais, ou plus spécifiquement le cinéma de kung-fu et d'action martiale. Et juste pour anecdote, il faut savoir qu'entre 1979 et 1982, un tiers des films dans leur totalité à sortir chaque année en France étaient des films de kung-fu. Très souvent dans une seule salle à Paris, dans les quartiers populaires, mais quand même, c'était évidemment énorme. Années 90, un engouement pour le cinéma chinois, là encore via le circuit festivalier. Je pense notamment au film de Jia Zhangke, Zhong Yimou ou Chen Kaige. Les Japonais, donc, à travers les animés. Année 2000, un mini-engouement autour du cinéma iranien, mais plutôt indépendant dans un circuit d'art et essai. Et enfin, le cinéma coréen, qui va avoir droit à une visibilité, à une reconnaissance aussi bien dans le cinéma d'art et essai que plus populaire. Je vous dis, pas de cinéma coréen avant les années 2000. C'est passé après une présentation qui avait pointé du doigt qu'il y avait quelques dates. Et j'irais même avant les années 80, parce que je vous avais parlé de l'engouement pour le cinéma d'action martiale et kung-fu. Un tiers des films à sortir en France étaient des films dits hongkongais. Mais pas seulement hongkongais, évidemment. Pour faire face à la demande d'un certain public, on achetait tout film venant de l'Asie, peu importe le pays, encore mieux, le moins cher possible pour alimenter le marché du kung-fu. Et c'est ainsi qu'au cours de très nombreuses années de recherche, j'ai découvert qu'il y a une dizaine de films coréens qui ont été vendus en tant que cinéma hongkongais et de kung-fu. Alors, je ne vous garantis pas l'exactitude des titres, parce que les Français avaient une imagination totalement folle pour réintituler les différents films. Je ne vous garantis pas non plus l'année de production, parce que très souvent, c'était des films plutôt obscurs, faits pour un marché international du kung-fu. Mais voilà, les très belles affiches, les Dents du Dragon, mon Dieu. La bataille du 38e parallèle Im Kwantek, en fait, qui a eu une sortie déjà dès 2017. Bruce Lee qui crie vengeance. Vengeance, il y a dans le film, mais pas de Bruce Lee. Le pied de la mort aussi. Le dernier combat du dragon. Bref, j'étais extrêmement fier dans mon temps libre de retrouver toutes ces affiches de films coréens. Donc, je les expose ici pour vous, en toute primauté. Incroyable. Mais évidemment, ces films n'étaient pas identifiés en tant que films coréens et n'ont pas suscité le même engouement que le K-drama 40 ans plus tard. Non, la vraie arrivée du cinéma coréen s'effectue effectivement dans un premier temps via les festivals et notamment, ça a été déjà noté dans la conférence juste avant moi, pourquoi Bodhidharma est-il parti vers l'Orient? Alors là, un film absolument surprenant, personne ne l'avait vu venir. Un film par un réalisateur de 2 seuls films tournés au cours de sa carrière de réalisateur et de peintre surtout, Bae Yong-kyun, qui était en marge du système de production cinématographique coréenne, qui a lui-même inventé, écrit, tourné, mise en image, mise en lumière, monté le film pendant 7 longues années et qui a été sélectionné dans une section Un certain regard au Festival de Cannes en 89. L'un des très rares films asiatiques à avoir droit à une couverture d'un grand magazine, en l'occurrence le numéro 344 paru en octobre 1989 chez Positif. Alors évidemment, le cinéma, ce film-là, pourquoi Bodhidharma, va attirer l'attention des festivals en France. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce film coréen? Les Coréens font-ils du cinéma? Eh bien, oui. Dans à la suite de cette sélection, on va avoir plusieurs focus. Et là encore, effectivement, il y avait un focus avant cette découverte en 89. L'incroyable travail de défrichage, de recherche des frères Jalado
à l'époque directeurs du Festival des Trois Continents, qui ont eu la primeur de faire un focus sur le cinéma coréen, alors que personne n'en avait jamais entendu parler à travers 13 films, et qui vont dédier un premier focus à Im Kwon-taek dès 1989, donc la même année que la sélection de Pourquoi Bodhidharma est-il parti vers l'Orient à Cannes. Ce n'est qu'ensuite que d'autres festivals commencent à faire des petites recherches. Le festival d'Amiens, avec un étonnant focus consacré au fabuleux acteur Han Song-ki. La Rochelle, Bae Chong-ho, voilà, là encore extrêmement surprenant. Et donc, effectivement, en 1993, la gargantuesque rétrospective au focus de 80 films coréens au Centre Pompidou et qui était accompagnée d'un ouvrage absolument indispensable, tellement il regorgeait d'informations totalement inédites pour les critiques, les programmateurs français et très jeunes fous furieux du cinéma asiatique à découvrir. Vraiment, on n'avait à l'époque aucune conscience de ce que le cinéma coréen avait déjà pu produire depuis les années 20 et tout au long des décennies. Et donc, le cinéma coréen, une sorte de Bible pour nous, les fans du cinéma coréen. En revanche, le tort qu'a eu le cinéma coréen à pointer son bout du nez dans les années 90, c'est qu'à l'époque, l'industrie cinématographique coréenne ne se portait pas très bien. La télévision, la vidéo, les chaînes satellites, la production hollywoodienne et la concurrence faisaient que le cinéma coréen était au plus bas, avec une trentaine de films seulement à se produire et qui n'étaient pas à même à fournir d'autres films pour un circuit festivalier. Et c'est là que je reviens à mon petit ami le dinosaure. Rien que pour le plaisir et pour prendre une gorgée d'eau, je vais repasser le cri. Quel rapport avec le cinéma coréen, franchement? Eh bien, je vais vous le dire. Rappelez-vous, en 1993, élection démocratique du président coréen Kim Jong-sam, et à qui l'un de ses ministres va soumettre une proposition de loi qui élèverait le cinéma et la production audiovisuelle au rang d'industrie nationale stratégique. Sous quels arguments? Pourquoi faire du cinéma une industrie? Eh bien, elle disait le vente à l'étranger du film Jurassic Park de Steven Spielberg représente l'équivalent de la vente de 1 500 000 voitures Hyundai. Il y a de l'argent à se faire. C'est ainsi qu'a été adopté effectivement par le Parlement différentes propositions de loi dans les années à venir qui incitaient à des avantages fiscaux qui encourageaient l'investissement des conglomérats multinationaux dans le cinéma coréen, qui mettaient en place des ateliers d'écriture pour les futurs réalisateurs et scénaristes, qui envoyaient des techniciens, des réalisateurs, des acteurs de la Corée à se former à l'étranger pour réimporter le savoir-faire et qui prenaient pour modèle le Centre national de cinématographie, le CNC français, pour repenser complètement le COFIC. Ça, ajouté en plus à la création du festival de Busan, véritable festival de Cannes en Asie au jour d'aujourd'hui, qui avait à cœur à mettre en avant le cinéma coréen et plus indépendant, a fait qu'il y a eu un renouveau du cinéma coréen dans la deuxième moitié des années 90. Il y a eu un avènement d'un cinéma indépendant d'art-essai qui pouvaient envoyer leurs films dans les festivals du monde entier. Il y avait des blockbusters, Shiri, Friends, Silmido, à se faire pour réattirer les spectateurs coréens dans les salles, puis à s'exporter internationalement pour un grand public. Et ça n'a pas manqué. Festival de Cannes, nous sommes en France, je suis désolé, je vais faire un focus sur le Festival de Cannes. Dès l'année 2000, alors que entre 1946, date de création du Festival de Cannes, et 2000, il n'y a eu qu'un seul film coréen à avoir été sélectionné de tout temps. En 2000, 4 films d'un coup en sélection officielle Im Kwon-taek,
Aung San Suu Kyi, qui ont été encore à ses tendres débuts avec la Vierge mise à nu par ses prétendants qui emballaient un certain regard, et Peppermint Candy, mon petit chouchou, Lee Chang-dong, à la quinzaine des réalisateurs. Et à partir des années 2000, eh bien, quasiment chaque année, il y aura une représentation des cinémas coréens, 2 films en 2002, 3 films en 2004, 6 films en 2005, et je les ai toutes listées. Vous pouvez me faire confiance, il y a eu 52 films au total entre 2000 et 2019, et des prix qui allaient évidemment avec. Je pense notamment au prix de la mise en scène pour Ivres de femmes et de peinture d'Im Kwon-taek, 2004 prix du jury Old Boy, 2007 prix de la meilleure interprétation féminine dans Secret Sunshine, jusqu'au sacrément, la consécration, la Palme d'Or de Bong Joon-ho en 2019. Évidemment, on peut dire qu'avec des films, et surtout un tel nombre de films sélectionnés dans des festivals, on va les retrouver à un moment donné dans les salles françaises. Et vous voyez que le succès des 20 plus grands succès des films coréens en France sont quasi tous passés par Cannes. Parasite, Cannes, Ivres de femmes de peinture, Cannes, etc. Bref, vous voyez la 3e colonne, 4e colonne, Cannes. Il y a quelques exceptions, Snowpiercer, Le Transperce-Neige à Berlin, Printemps, été, automne, hiver, qui était à Locarno. Mais la plupart des films qui sont sortis dans les salles françaises étaient à Cannes auparavant. Les quelques exceptions, Musa, mais alors c'était en plein engouement autour de fresques historiques, et en tête d'affiche, nous avions l'actrice chinoise Zhang Ziyi, qui était extrêmement populaire, et un peu en dessous, Lucky Strike et Nous les chiens, qui sont 2 films qui sont sortis juste après Parasite et qui ont très certainement profité de l'engouement de l'identification du cinéma coréen après le succès de Parasite. Et Le Petit Tunnel, qui était vendu comme un blockbuster américain. Bon, bref, ils ont bien joué commercialement. En revanche, lorsque nous regardons plus précisément les entrées, il y a une petite surprise. Alors, en tête, presque 2 millions d'entrées en France, Parasite, évidemment. Puis le deuxième, nous tombons déjà à 700 000 entrées, Snowpiercer, Le Transperce-Neige, casting international, adaptation d'une BD française. Et puis, troisième succès, Ivres de femmes et de peinture, 300 000. Et vous voyez qu'après, ça se dégrade quand même. Ce sont des succès absolument honorables, mais pas non plus des méga succès. Nous sommes très loin des scores d'un blockbuster américain de plusieurs millions d'entrées, Fast and Furious, je ne me fais aucun souci, ou des blockbusters français. Il y a donc une certaine communauté, un public à suivre le film coréen, mais ce n'est pas encore acquis pour le grand public. En revanche, là où je suis extrêmement content, c'est que lorsqu'on remet les succès, les 15 premiers succès coréens année après année, vous voyez, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, quasiment chaque année, il y a eu des plus ou moins grands succès des films coréens, donc une visibilité dans les médias et la presse et dans le conscient ou l'inconscient des spectateurs français. Ce n'est pas juste un succès à un moment donné, mais c'est en continu. Donc je suis extrêmement optimiste par rapport à la suite. Lorsqu'on regarde encore plus dans le détail, on regarde les sorties de films coréens dans les salles françaises, on oscille entre 3 films et 10 films en 2005 et en 2010. Ce n'est pas grand-chose, finalement, par rapport aux 120 films, 130 films à se tourner chaque année. On a une toute petite représentation, oui, mais dans le cas de la Corée, c'est la quantité avant la qualité. Encore une fois, même s'il y a peu de films à sortir chaque année, ils remportent un certain succès. Par rapport à quelques dates clés, pour que vous compreniez peut-être ce que les Français aiment comme film, ce qui n'est peut-être pas forcément à votre goût, My Sassy Girl n'a pas très bien marché, alors que c'était quand même un très grand succès en Corée. Quelques dates clés, Ivres de femmes et de peinture en 2002, qui a eu le prix de la mise en scène, mais qui a surpris quand même tout le monde de par son succès. 300 000 entrées à l'époque, c'était énorme. Le distributeur français ne s'y était pas du tout attendu, ni le distributeur coréen, ni Im Kwon-taek, qui, lorsqu'on lui posait la question, elle a dit « Pourquoi les Français regardent ce film? Incroyable !»
Autre succès surprise, c'est Printemps, été, automne, hiver. Un film de Kim Ki-duk qui n'était même pas passé par le Festival de Cannes, qui a eu juste un bouche à oreille des spectateurs français, qui a fait que les distributeurs devaient produire plein de nouvelles copies pour faire face à la demande et à l'engouement, et qui encore au jour d'aujourd'hui, lorsque je le programme dans des festivals, fait toujours salle pleine. Voilà un petit miracle du cinéma. Old Boy, alors là, bon, voilà, il est souvent cité comme exemple. Honnêtement, il n'a pas bien marché. Lorsque le distributeur français l'a sorti en France, il était très déçu des chiffres d'entrée. En revanche, c'est devenu un film culte qui est encore cité au jour d'aujourd'hui. Tout le monde connaît Old Boy et l'associe à la Corée. Le Transformers Neige en 2013, Bong Joon-ho, casting international, adaptation de BD française. Voilà pourquoi il a très bien marché. Dernier Train pour Busan, voilà, c'est un phénomène mondial et la meilleure des preuves que même les Asiatiques peuvent faire des bons films de zombies, et tant mieux. Et évidemment, Parasite en 2019, le succès avec près de 2 millions d'entrées. Donc vous voyez qu'en fait, le cinéma coréen est arrivé assez tard, véritablement seulement autour des années 2000, mais que depuis les années 2000, eh bien, il reprend présent. Et il est un succès également expliqué par le fait de passer par un circuit festivalier et Cannes. Mais pas seulement. Il y a quelques autres éléments qui font que le cinéma coréen ait connu tant de succès à l'époque. L'engouement du cinéma asiatique. Le cinéma coréen arrive au début des années 2000. Or, au début des années 2000, nous avions un vrai engouement pour le cinéma asiatique en France. C'était un petit âge d'or avec le succès répété de quelques films venus de tout un tas de pays. En blanc, ce sont véritablement des films qui ont fait plus d'1 million d'entrées, donc qui ont eu un vrai succès en France. En rouge, des titres qui ont moins bien marché, mais qui ont parlé à des cinéphiles, à des geeks comme moi, voilà, qui ont fait qu'on a identifié le cinéma et le cinéma asiatique. Tigre et Dragon, The Mood for Love, Le Voyage de Chihiro, tous plus d'1 million d'entrées. Et ce qui fait qu'au début des années 2000, nous avions des magazines spécifiquement dédiés au cinéma asiatique. Asia Pulp, un magazine pour lequel j'ai écrit, il a tenu 4 numéros, puis il s'est arrêté. Ce n'est pas de ma faute, mais j'ai mis en avant le cinéma asiatique et donc The Host en couverture. Mad Asia, ça c'est les méchants. Ça c'était nos concurrents. Et rien que pour nous embêter, ils mettaient aussi The Host en couverture. Mais c'était quand même des amis, donc ils ont mis aussi A Bittersweet Life, 8 numéros et ça s'est arrêté. Kumete, en fait, une publication de l'American Metropolitan pour mieux vendre leurs propres produits en mettant les bonnes critiques de leurs propres films, mais qui parlait aussi du cinéma asiatique, qui a mis en couverture Dirty Carnival alors que le film n'est jamais sorti en France. Ciné Asia, très peu de numéros, mais Memento Mori qui n'est jamais sorti en France. Eganumura, là aussi j'ai écrit dedans 2 numéros, ils n'ont même pas mis de film coréen en couverture, c'est pour ça que je le mets en dernier. Là encore, ce n'est pas de ma faute s'il s'est arrêté. Et Shine, un magazine dédié aux cultures asiatiques, avec Won Bin en couverture. Qu'est-ce qui est devenu Won Bin? Je ne sais pas vous répondre. C'était également au début des années l'âge d'or des DVD qui se vendent de moins en moins bien, mais il faut comprendre que le marché à l'époque était énorme et énormément de films coréens qui n'avaient pas forcément l'argent ou le potentiel nécessaire pour sortir en salle, eh bien trouvaient un vrai marché en DVD, se vendaient extrêmement bien et a suscité, a contribué également à l'identification d'un cinéma coréen. Ah, Sexy Zero, incroyable. D'un cinéma de qualité. Je ne les ai pas tous mis, il y avait 200, le PowerPoint était trop petit, mais sachez qu'il y avait un vrai engouement pour le cinéma coréen à travers les DVD. Internet, évidemment, même si maintenant nous sommes avec notre Samsung et ça nous paraît naturel, eh bien, Internet, au début des années 2000, évidemment, c'était l'âge d'or. Information, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous pouvions avoir des informations en quelques clics. Et moi qui étais encore avec mon livre du cinéma coréen publié par le Centre Pompidou en 1993, maintenant il me suffisait de retaper le même mot-clé
sur Internet pour trouver des informations. Des sites dédiés au cinéma et au cinéma asiatique. Des gens comme moi, mais tant d'autres, enfin, pouvaient parler d'un cinéma qui n'était pas forcément représenté dans les médias et la presse à l'époque. Les forums où j'ai passé des nuits blanches à discuter avec des gens à l'autre bout de la France et qui se trouvaient aussi être des fans des cinémas coréens, alors qu'avant, tout le monde me prenait toujours pour un fou lorsque je leur parlais de ma passion pour le cinéma coréen. Et puis le téléchargement. Alors normalement, je n'aurais pas le droit de vous en parler, surtout que la plupart du temps, c'était illégal, mais il est vraiment nécessaire de souligner l'importance dans la promotion d'un cinéma coréen ou tout simplement mondial, avec des films qui n'étaient pas disponibles par ailleurs à l'époque, qui les devenaient en quelques clics et des longues heures de téléchargement pour avoir un film, mais également les K-dramas, qui n'étaient pas du tout représentés à la télévision française. Personne n'était assez fou pour tenter d'acheter une série coréenne et qui, du coup, était partagée. Et il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y a eu des millions de téléchargements de K-dramas à l'époque, qu'il y a des enfants de 13, 14, 15 ans à qui on ne montre même pas de films sous-titrés à la télévision française, qui apprenaient le coréen eux-mêmes grâce à Internet pour être capables de sous-titrer les derniers K-dramas à la mode. Merci la jeunesse d'avoir autant contribué, même illégalement, au succès des cinémas coréens. Et l'Hallyu, je ne reviendrai pas là-dessus, mais encore une fois, je témoigne aussi de mon point de vue du fait que ça a vraiment aidé, contribué au développement notamment de la représentation du cinéma coréen en France. Tout d'un coup, tous ces restaurants qui ouvraient partout, tous ces concerts K-pop qui étaient remplis, qui remplissaient les stades, toute cette technologie et qui était souvent gage de qualité dans le Made in Korea, en fait, par rapport à d'autres pays asiatiques. Je conclus avec une touche assez personnelle par rapport à l'avenir. Est-ce que je suis inquiet? Est-ce que ça va aller pour le cinéma coréen? Est-ce que je dois multiplier les conférences pour me faire l'apôtre du cinéma coréen? Non, je pense que ça va aller. Le seul tort qu'a eu Bong Joon-ho, c'est d'avoir eu la Palme d'Or en 2019, juste avant le Covid. Parce qu'il avait le spotlight sur lui, le cinéma coréen. Que, encore une fois, il y avait les deux films, Nous les chiens, et Lucky Strike qui sont sortis en plein entre deux périodes de confinement dans des salles vides où personne n'allait oser mettre les pieds. Et il y a eu des entrées incroyables. C'était suite au succès de Parasite. Mais voilà, la pandémie est passée par là. Je pense que l'offre y est par rapport à la Corée. Quand tout ça, ça va ouvrir, on va renouer. Et surtout, Bong Joon-ho, c'est l'homme à détrôner de la Palme d'Or, donc forcément, on va reparler encore de Parasite au mois de juillet, si tout ira bien, à la prochaine édition du Festival de Cannes. En revanche, l'avenir, il est là. Et il est là. Netflix, Amazon, Disney, Apple, et j'en oublie et j'en passe. Ça me déchire le cœur, mais force est de constater qu'évidemment, il faut compter. C'est une nouvelle mode de consommation absolue dans les foyers et qui a été encore renforcée par les pandémies, où tout le monde s'est abonné, évidemment, pour regarder tout ça. Mais il y a du bien aussi dans ces choses-là. Ne serait-ce que le plan d'investissement de Netflix de 700 millions de dollars pour créer du contenu uniquement en Corée, incroyable. On met Netflix, on voit des titres coréens dont on n'aurait jamais entendu parler par ailleurs. On peut le regarder à n'importe quelle heure, à 3 heures du matin, si ça nous le chante, avec des sous-titres plus ou moins impeccables. Il y aurait une vraie offre qui s'offre à nous et, encore une fois, une nouvelle manière de consommer et qui contribue quand même à la promotion du cinéma coréen. Netflix, 500 millions de dollars, mais depuis, ils ont augmenté à 700 millions de dollars leur projet d'investissement. Netflix, alors, le seul mal que je vois, c'est les productions Netflix. Kingdom, par exemple. Est-ce que c'est coréen ou est-ce que c'est Netflix mondialisé? Est-ce que ce n'est pas le McDonald's du K-drama coréen qui doit plaire partout dans le monde parce que Netflix est partout dans le monde?
Est-ce qu'on ne court pas le risque à ce que le sujet va toujours se répéter dans un souci de vouloir plaire au plus grand nombre de spectateurs? Qu'est-ce qui sera encore traditionnellement, localement de la Corée dans le futur production de Netflix? Seul l'avenir nous le dira, on fera attention. La seule chose, là encore, comme ce sont des productions Netflix, ils sont très mis en avant. Et même s'il y a des moteurs de recherche et des rythmes là, qui s'adaptent à vous, ils vont toujours mettre avant le dernier Kingdom, la dernière production coréenne. Donc le très grand public, à un moment donné, va tomber sur une série, va peut-être aimer cette série et s'intéresser au cinéma coréen, au K-drama coréen par ailleurs et arriver à votre beau pays. Car oui, la Corée a une grande industrie cinématographique, on peut en être fier, vous pouvez en être fier. Vous avez un savoir-faire incroyable, très rare en Asie, et surtout, vous avez une richesse culturelle pour raconter des futures histoires incroyables. Alors ça, conjugué à votre volonté de partage, de transmission et d'ouverture à l'autre, vous tenez une recette gagnante. Vous ne pouvez que enchanter encore des futures générations de spectateurs comme moi à me faire pousser des cris des dinosaures à chaque nouveau film réussi coréen et à faire en sorte que je ferai peut-être encore d'autres conférences de ce type à l'avenir. Merci infiniment de votre écoute. Merci.